Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, ce sont des reportages, des documentaires et aussi des grands entretiens. Avant toute chose, je me permets de vous présenter le dernier magazine, L'enfance de tous les dangers, que voici, que vous pouvez retrouver dans tous les kiosques. Aujourd'hui, je reçois donc Monsieur Philippe Murer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien conseiller économique de Marine Le Pen. Vous êtes aussi auteur de La transition énergétique et sortir du capitalisme du désastre. Tout à fait. J'aimerais qu'on commence cet entretien en parlant des résultats donc de l'élection européenne avec le succès du RN, avec 30 sièges, mais aussi un recul au niveau de la majorité, enfin ce qui reste de la majorité présidentielle qui finit avec 13 sièges, moins 10 par rapport à la dernière élection. Qu'est-ce que nous dit ce résultat par rapport au paysage politique français, mais aussi au niveau européen ? Alors, on disait qu'il y a eu des mouvements un peu au niveau européen, mais finalement pas tant que ça. Au niveau français, en fait, ça nous dit qu'il y a un ras-le-bol du macronisme, très clairement. C'est un désastre du macronisme qui fait 14%, ce qui est plus que 2 fois moins que le RN. Un ras-le-bol de la France périphérique par rapport à Paris et aux métropoles, c'est-à-dire que finalement, il n'y a que Paris où le RN ne gagne pas, pratiquement dans toutes les autres régions et départements de France. Tous les autres départements de France, il est en tête, il n'y a que dans les départements parisiens. Et donc, c'est la France périphérique de Christophe Guilluy, celle qui en a marre de voir les flux d'immigration arriver chez elle, qui est inquiète. D'ailleurs, c'est Crépol qui vote très majoritairement pour Marine Le Pen, avec des scores qui ont énormément progressé depuis les problèmes qu'il y a eu à Crépol avec Thomas. C'est aussi la France périphérique qui a du mal parce que les multinationales sont plutôt dans les métropoles. C'est là où on gagne très bien sa vie. Et les entreprises et l'industrie est plutôt dans la France périphérique, qui a plus de mal économiquement à tirer des richesses. Donc c'est vraiment ce portrait-là de la France périphérique qui dit stop en fait, au système politique français qui a mis en échec la Macronie. Et qui dit un stop violent, puisque la décision de l'exécutif à la suite de ces résultats, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Pourquoi cette décision à ce moment-là ? Alors, pour tout vous dire, moi, ça fait plusieurs mois que je me dis que Macron, même 6-8 mois, je me dis que Macron pourrait très bien vouloir piéger le RN, comme il a du mal à gouverner, que ça devient de plus en plus compliqué pour lui de trouver des majorités sur les textes, qui est de plus en plus mis en cause, qui pourrait faire le cadeau empoisonné au RN de leur donner le pouvoir 2 ans avant les élections présidentielles de 3 ans. Et ce qui cramerait potentiellement le RN s'ils n'arrivent pas à gouverner correctement. Donc je ne suis pas complètement étonné. Après, c'est surprenant qu'il le fasse, il n'était pas obligé. Il le fait dans des conditions absolument apocalyptiques, puisqu'il demande aux gens de repartir sur 3 semaines. Dans 3 semaines, il faut ouvrir les comptes bancaires, 550 comptes bancaires pour des partis comme Reconquête, etc. Ça ne va pas être simple. Ou tous les autres partis qui ne sont pas des immenses machines de guerre. Il faut trouver des budgets pour cette nouvelle campagne, alors même qu'on vient de dépenser énormément pour une autre campagne. Ça va être extrêmement compliqué. Normalement, en fait, les listes auraient dû être annoncées le vendredi, 4e vendredi avant les élections. Donc les listes auraient dû être, les députés de chaque parti auraient dû être annoncés vendredi dernier. Donc c'est même en contradiction avec la loi et la Constitution. Donc ça pose tout un tas de problèmes. Pourquoi le fait-il ? Il n'était pas obligé. Visiblement, il aurait pu continuer à gouverner avec une majorité K1K avec les Républicains qui ne votaient pas contre eux au 49-3, donc de passer des lois. Il a décidé de le faire. Est-ce qu'il a été extrêmement vexé de la réaction d'orgueil. Sursaut d'orgueil, ça c'est une possibilité, très clairement. Il y avait une équipe, on sait, qui travaillait dessus de 10 personnes de Macron qui travaillent depuis 6 mois. Il y a un article du Monde dessus, à cette hypothèse sans que ce soit certain. Et donc, il va faire le cadeau empoisonné à Marine Le Pen, finalement, de lui dire maintenant prenez le pouvoir et montrez-nous ce que vous savez faire. Je pense qu'il a ce jeu politique machiavélien dans la tête. Maintenant, à voir les résultats. Est-ce que le RN sera majoritaire ou il n'aura pas tout à fait la majorité. Voilà. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. En tout cas, il a joué un coup de poker et un coup de dé qui peut franchement se retourner contre lui et qui va remuer le paysage politique. Ça, c'est une bonne chose, qui était complètement bloqué, mais qui refait appel au peuple. Ça, c'est une bonne chose aussi, mais avec plein de potentiel, plein de risques, quoi. Il est possible que personne n'ait de majorité, que la France soit ingouvernable. Il est possible qu'au mois de septembre, en fait, il y ait de nouvelles élections présidentielles. Parce que si Macron appelle à de nouvelles élections, à dissout l'Assemblée, de nouvelles élections législatives et qu'on se retrouve bloqué, là, fondamentalement, c'est Macron qui devra démissionner de son poste de président. Il ne peut pas poursuivre son mandat en se disant... qui gouvernera s'il n'y a pas de majorité ?
Si on ne peut pas former de majorité côté macroniste LR et une partie de la gauche, Glucksmann, etc., mais LFI ne sera pas dedans, le RN non plus, il n'y aura pas forcément de majorité, il n'y aura pas forcément de majorité pour le RN avec ce qu'ils voudront faire, parce qu'ils peuvent s'allier avec qui ? Avec principalement LR. Mais est-ce que LR pourra gouverner avec le RN ? Pas du tout. C'est pas du tout fondamentalement l'avantage de Marine Le Pen de le faire. Ils voudront peut-être même pas faire un référendum sur l'immigration. Ça va être le thème principal d'ailleurs, après les élections. Donc voilà, donc on a un tableau avec énormément d'inconnus et une situation explosive. Vous avez l'expérience donc du Rassemblement national sur le volet économique, et on parlait donc de la possibilité de Marine Le Pen d'être au gouvernement, et donc... pas Marine Le Pen, puisqu'a priori, ce serait Jordan Bardella, mais en tout cas du Rassemblement national, d'être au pouvoir. Est-ce que les propositions du Rassemblement national sont suffisamment pragmatiques, réalistes, pour être appliquées, pour avoir un projet politique sérieux ? Alors moi, de 2014 à 2017, j'étais conseiller économique et j'ai un gros rôle dans le projet économique du Front National. Bon, j'étais aussi assistant parlementaire de Marine Le Pen au Parlement européen. Donc, je connais bien le sujet, et si vous voulez, je suis parti du RN en démissionnant en septembre 2017, quand le RN abandonnait la souveraineté nationale. Parce que l'Union européenne étant celle qui définit la politique économique, toutes les grandes lignes, à part les impôts et les taxes, politique monétaire, commerciale, agricole, tout, eh bien, je savais qu'il serait extrêmement compliqué d'avoir un programme crédible, sérieux de redressement de la France en restant dans l'Union européenne. On n'a tout simplement pas la main au niveau économique. Donc le programme économique de Marine Le Pen, il est de deux ordres. Il y a des petites mesures fiscales de donner de l'argent de l'État pour les classes défavorisées, plutôt que pour les riches, pour Macron. Tant pour ce qui est de la taxe, une TVA à zéro sur les produits de première nécessité, une baisse des taxes sur l'essence. Donc c'est plus de déficit public. Qu'est-ce qui rentre en face ? On ne sait pas trop. Qu'est-ce que ça va produire au terme de croissance économique ? Pas grand-chose, fondamentalement. Donc, c'est pas inintéressant en termes de justice sociale. Par contre, ce n'est pas ça qui fait redémarrer la machine France. Oui, ça, c'est suffisamment efficace, finalement. C'est pas efficace, quoi. Voilà. Ça redistribue juste, ça allège la souffrance des gens, ce qui est tout à fait légitime. Mais ce n'est pas un programme économique. Puis le reste, c'est des mesures interdites par l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est la commande publique réservée aux entreprises françaises. C'est absolument interdit par l'Union européenne. Impossible. Absolument impossible. Le droit européen l'interdit. Et si la France le fait, elle aura de gros problèmes. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le programme économique de Marine Le Pen ? En fait, moi, je n'entends quasiment jamais rien de propositions. C'est relativement des paroles en l'air. C'est curieux d'ailleurs, parce que c'est la principale critique qui lui est faite, c'est qu'au niveau économique, c'est encore très flou. C'est devenu très flou. En 2017, on a un programme très très clair, très articulé, contrairement à ce que disaient les médias, et franchement, qu'il y avait beaucoup de cohérence, de réindustrialisation, de planification, de commandes publiques réservées aux entreprises françaises, mais on sortait de l'Union européenne par référendum. Les Français tranchait par référendum pour sortir de l'Union européenne. Donc on avait une vaste liberté pour mettre notre politique économique. Là, elle n'a pas de liberté pour mettre une politique économique, d'où tout le problème. Si elle prend le pouvoir, comment est-ce qu'elle va faire pour avoir des résultats dans cette matière et dans d'autres ? Elle s'est normalisée finalement, et c'est presque... Ce qui lui a permis d'avoir d'ailleurs un électorat bourgeois de cadres, de retraités, de changer en partie son électorat, puisqu'elle a plus de risques, elle est devenue acceptable au niveau médiatique. Ça, c'est l'avantage pour elle. Le désavantage, c'est comment est-ce qu'elle fait pour gouverner en restant de l'Union européenne, puisque la politique économique est définie par l'Union européenne, la politique d'immigration, le droit européen, qui est supérieur au droit français, impose les flux d'immigration. Pas de frontière avec Schengen. Je prends un exemple sur la politique migratoire. Le RN dit, on va contrôler les étrangers qui passent les frontières européennes. Alors déjà, si on contrôle l'étranger, ça veut dire qu'on contrôle tout le monde. C'est pas a priori qui est étranger, qui ne l'est pas, qui passe les frontières. Ça, c'est interdit par Schengen d'avoir des gens au poste frontière pour aller vérifier. Je veux dire, sauf cas très particuliers, mais vous ne pouvez pas en faire quelque chose d'étanche, des frontières étanches. Vous pouvez juste, de temps en temps, faire un petit cas particulier. Donc, c'est une problématique. Comment vont-ils faire ? On ne peut pas interdire le regroupement familial, qui est une des plus grandes filières d'immigration. Donc, tout est normé dans le droit européen pour faire en sorte que les pays n'ont pas de pouvoir au niveau immigration. Le seul pouvoir, c'est donner la nationalité française ou pas. Là, les pays sont libres. Donc, ça va être une vraie problématique. Donc voilà, on rentre vraiment dans quelque chose de nébuleux, de dangereux pour le RN et pour tous les autres. Que va faire le RN ?
s'il fait un référendum sur l'immigration, le Conseil constitutionnel lui dira qu'il n'a pas le droit, puisque c'est en contradiction avec le droit européen, puisqu'en plus c'est en contradiction avec la façon dont est écrite la Constitution pour le référendum. Donc il faudra d'abord modifier le Conseil constitutionnel, ce qui serait une très bonne idée. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'embûches, il va falloir être très fort pour gouverner. Je leur souhaite tout le succès si jamais ils gagnent, parce que c'est une possibilité, je leur souhaite le succès, mais ça va être très compliqué, vu qu'ils n'auront pas de levier. Et qui vont, leur programme sera mis à l'épreuve. Justement, l'un des principaux arguments du Rassemblement national de Jordan Bardella pendant ces élections, ça a été vouloir changer de l'intérieur cette Union européenne, en sachant qu'ils vont intégrer des partis où potentiellement ils sont minoritaires. Comment fait-on pour intégrer le Parlement européen et se dire on va changer de l'intérieur? Est-ce que c'est possible de changer de l'intérieur Alors déjà, le Parlement européen, qui est un Parlement qui a très peu de pouvoir, puisqu'il n'a pas le droit d'être à l'initiative sur les lois. C'est la Commission. C'est la Commission européenne qui détermine les lois sur lesquelles vote le Parlement européen. Bon, imaginons. Déjà, pour le Parlement européen, pour avoir la majorité, on en est extrêmement loin, parce que les partis proches de RN et de Reconquête, conservateurs et nationalistes, étaient à 19% des sièges, ils sont à 20-21%. Donc il y a une progression extrêmement faible au niveau global. Et puis c'est extrêmement loin de la majorité. Donc il ne va rien se passer de ce point de vue-là. C'est toujours le Parti populaire européen qui est en tête et peut-être von der Leyen qui sera la prochaine présidente. C'est tout à fait possible. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, donc, mais même si vous avez le pouvoir au Parlement européen, vous pouvez que peut-être un peu embêter la Commission, mais vous n'allez pas faire changer les choses. La deuxième chose, c'est pour changer les traités et retrouver des frontières. Schengen, par exemple. Schengen fait partie des traités, donc il faut, à ce moment-là, que vous changez les traités. Pour changer les traités, la moindre virgule des traités, il faut un accord unanime de tous les pays européens. Et donc, il faut que tous les pays européens, les 27, votent en même temps pour le même traité. Ce qui est d'une complexité sans nom et qui ne peut pas arriver quasiment en termes de probabilité. C'est quasiment impossible. Vous dites, ah ben j'ai fait un rapport de force, à gauche vous dira, on va faire un rapport de force pour qu'on n'ait plus d'évasion fiscale. Le problème, c'est que le Luxembourg, Chypre, qui sont des pays de l'Union européenne, vivent de l'évasion fiscale. L'Irlande aussi. Comment on peut imaginer que ces pays vont voter contre leur intérêt alors qu'ils ont le pouvoir de bloquer? Il y a des pays qui veulent plus d'immigration. Ben, tiens, Madame Meloni d'ailleurs, qui a dit qu'elle veut 150 000 immigrés par an au moins. Moins d'immigration illégale, mais plus de légal. Or, le problème, il est global. Donc, que va faire Madame Le Pen? Elle ne trouvera pas 27 pays qui vont dire on change les traités pour que l'immigration soit gérée par les États et plus par l'Union européenne. Donc, je pense que c'est impossible. C'est même pas je pense, c'est une évidence qu'il est impossible de réformer l'Union européenne de l'intérieur. On peut s'amuser à faire des bras de fer. On peut montrer au peuple français que c'est compliqué. Mais ça ne changera pas grand-chose. Après, est-ce qu'elle est capable, Marine Le Pen, Jordan Bardella, d'aller faire des bras de fer pour derrière dire aux Français, vous voyez, il faut sortir de l'Union européenne? Ça, c'est autre chose. Avec le dernier piège, parce que l'Union européenne est un piège pour les Français terrible, c'est que quand Marine Le Pen va se mettre dans un bras de fer et un rapport de force, si elle le fait avec l'Union européenne, puisqu'elle ne possède pas sa monnaie, puisque la Banque centrale européenne alimente au jour le jour en liquidité les banques françaises et toute l'économie française, eh bien, la Banque centrale européenne n'aura aucun problème pour couper au fur et à mesure du bras de fer l'accès aux liquidités de l'économie française et donc d'étouffer l'économie française. Ce qui est extrêmement dangereux. Ce qui est extrêmement dangereux. Ça s'est passé en Grèce avec Tsipras, qui a fait un référendum pour pas d'austérité européenne. Il a dû le renier une semaine après parce qu'il n'y avait plus de cash dans les banques grecques. Et pareil, en Italie, Salvini, au pouvoir en 2018, a dû refaire 2 fois son budget parce que l'Union européenne étouffait l'économie, la Banque centrale européenne étouffait l'économie italienne en faisant monter les taux d'intérêt, en n'achetant pas d'obligations italiennes, alors qu'elle achetait des obligations françaises. Et ils lui ont dit, vous refaites 2 fois votre budget. Et comme un petit garçon gentil, il a refait 2 fois son budget. On voit bien que ce ne sont pas des gouvernements. En fait, nous, à partir du moment où on ne bat pas monnaie, on n'est pas un pays réel, on est une province de l'Empire. Donc pour s'en sortir, la première chose, c'est de retrouver sa monnaie et de sortir de l'euro. Donc vous voyez que le cadre est extrêmement compliqué. Il va falloir être très fort pour Marine Le Pen et Jordan Bardella, vu qu'ils veulent rester dans l'Union européenne, pour arriver à en faire quelque chose et à ne pas être bloqués. Ce que vous dites, c'est que c'est la BCE, finalement, qui dicte aux États les directions à prendre. Tout à fait. Il y a même eu des lettres de la BCE à l'Irlande, de la BCE à l'Irlande et à l'Italie pour dire comment ils devaient gérer leurs finances publiques et ce qu'ils devaient faire pendant les crises financières. Donc vous voyez, il y a vraiment le pouvoir, du moment que vous n'êtes pas libre de votre monnaie, c'est l'Union européenne qui dispose de votre monnaie, qui vous l'envoie dans l'économie
par le biais de la BCE et toutes les règles qui vont avec, vous êtes dépendant de ces gens-là. Donc, dans le bras de fer, ça compte. Dans la négociation, vous êtes en infériorité. C'est finalement un principe économique assez élémentaire, le fait de maîtriser sa monnaie, de ne pas l'imprimer comme on peut, enfin, dans n'importe quelle condition, faire des hélicoptères-monnaie, enfin ce qui a été fait. C'est un principe qu'on a oublié. Est-ce que nos gouvernants sont complètement soit déconnectés ou alors... Il y a un manque de culture générale aussi, parce que Marie-France Garot, elle le disait, elle le répétait souvent, et elle nous a apporté ça, ainsi que beaucoup d'autres choses dans le débat public. Elle disait, pour qu'un État soit souverain, il faut d'abord qu'il batte monnaie, qu'il fasse les lois, qu'il rende la justice et qu'il décide de la paix et de la guerre. Déjà, sur les 3 derniers points, c'est pas si clair que ça pour la France, mais il est clair qu'on ne bat plus monnaie. Donc on n'est plus un État vraiment souverain. On est plutôt une province, quoi. Et ça, c'est des principes de base fondamentaux pour un gouvernant, clairement. C'est une question intéressante et un scénario un peu fictif, mais dans le cas où la France sortirait de l'euro et donc aurait sa propre monnaie, est-ce qu'il y a des économistes qui nous prédisent des catastrophes? En effet, il faudrait dévaluer la monnaie. Ce serait un coût à payer énorme pour les ménages français. En termes de niveau de vie, quel est votre point de vue là-dessus? Le coût, c'est de rester dans l'euro. En fait, plus on reste dans l'euro, plus on a notre industrie qui se détruit. On est rentré avec un déficit commercial nul dans l'euro en 2002, voire même un excédent, et notre déficit ne fait que diverger. On a de moins en moins d'industrie. De la même manière, les gens pensaient protéger leur argent en étant dans l'euro. Manque de chance, il y a plein d'inflation. L'euro est en train maintenant d'être une monnaie tellement déficiente et un système économique tellement déficient que ça génère de l'inflation et ça détruit l'épargne des gens. Donc ça ne protège rien du tout, l'euro, très clairement. Au contraire, c'est un risque de rester dans l'euro. Si vous voulez, il y a eu 50 unions monétaires qui sont détruites, qui ont été défaites dans les 100 dernières années. Jamais une union monétaire comme l'euro n'a fonctionné. Ils ont tenté l'euro, ce qui était une absurdité. Nos élites ont fait ça, c'était une énorme erreur et une absurdité, puisque ça n'a jamais marché. Eh bien, à ce moment-là, si vous voulez, chaque fois qu'une union monétaire s'est défaite, tous les pays s'en sont sortis extrêmement bien. Ça ne pose aucun problème. C'est très simple de sortir de l'euro. Vous préparez vos lois, vous fermez vos banques le vendredi, voilà. Vous sortez les décrets de loi, le lundi tout ouvre, vous aviez 5 000 € sur votre compte courant, c'est plus marqué 5 000 €, c'est marqué francs. La monnaie, c'est un symbole. Vous aviez un salaire de 2 000 €, vous avez un salaire de 2 000 francs, une épargne de 10 000 €, 10 000 francs, et une dette de 20 000 €, 20 000 francs. 1 euro égale 1 franc, et rien n'a changé. Tout est transformé sur cette base. Ça ne pose absolument aucun problème, et la dette publique est transformée en dette en francs, comme quand on avait une dette en francs qui s'est transformée en dette en euros. C'est les mécanismes exactement symétriques. Et alors vous avez des personnes qui vont vous dire qu'au niveau international, puisqu'on est dans une économie globalisée, mondialisée, vous allez perdre la confiance d'acteurs privés, de la dette française. Alors les gens qui vous disent, alors quand vous avez entendu quelqu'un qui vous dit ça, dites-vous que vous avez la personne la plus malhonnête de la Terre en face de vous. Pourquoi ? Et vous avez raison. En fait, ce sont des gens qui veulent empêcher les Français de penser que c'est possible de sortir de l'euro. Mais l'argument est d'une faiblesse intellectuelle et d'un foutage de gueule incroyable, puisque des pays comme Madagascar ont une monnaie. Ce sont des pays extrêmement pauvres, avec très peu d'infrastructures, très peu d'exportation. Ils arrivent à gérer une monnaie. Tous les pays du monde ont une monnaie et la gèrent. Et la France, 7e puissance économique mondiale, qui a l'arme nucléaire, qui est au Conseil de sécurité de l'ONU, qui vend des avions au monde entier. C'est quasiment le fournisseur exclusif du monde entier qu'Airbus. On ne pourrait pas gérer une monnaie. Mais ces gens qui vous disent ça, ne leur faites plus jamais confiance. Sachez que c'est des menteurs invétérés. Ils protègent en vous mentant et en tapant sur la France. Parce qu'en fait, ils disent que la France n'est même pas capable d'avoir une monnaie. Alors que Madagascar est capable de bien gérer sa monnaie. Et Ceylan, le Sri Lanka et des tout petits pays du monde très peu riches. Donc ce sont des gens qui dénigrent la France de façon honteuse et qui vous mentent de façon honteuse pour protéger le totem de l'euro et pour interdire aux Français de penser qu'ils peuvent pouvoir sortir de l'euro. Ce qui est une évidence. Est-ce que les dirigeants politiques qui se sont succédés en France ont fait perdre confiance aux Français ? Ah, bien sûr. Ça a été le mécanisme, en fait, le mécanisme depuis 50 ans de l'Union européenne. C'est de dire aux Français, les Français, ils sont patriotes, ils aiment le pays. On va leur dire, la France est votre passé, grosso modo, et l'Europe, votre avenir. C'est ce qu'a fait Mitterrand avec la France est votre présent, mon présent, mais l'Europe est mon avenir, et notre avenir.
De la même manière, Giscard d'Estaing qui disait « La France est trop petite pour s'en sortir tout seul, elle ne peut pas. 50 000, voilà, on est 50 millions d'habitants, il y a 5 milliards d'habitants. » Vous voyez, un autre pays, la Suisse, qui a choisi un chemin différent. Ils ne sont pas rentrés dans l'Union européenne. C'est un pays de 8 millions d'habitants, entouré de montagnes, pas d'accès à la mer. Eh bien, ils s'en sont sortis beaucoup mieux. Eux ont doublé leur richesse nationale par rapport à la richesse française. Ils sont maintenant 2 fois plus riches que nous, alors que nous avions la même richesse dans les années 70. Et ils ont très bien géré ça. Donc tout cet artifice des élites françaises, c'est peut-être parce qu'elles ne croient plus elles-mêmes en la France, mais si vous n'aimez plus la France et vous n'y croyez plus, vous n'êtes pas à même de la gouverner. Vous n'êtes pas capable de la gouverner, et il ferait bien de rendre le pouvoir. Mais c'était aussi une façon de dire, il ne faut plus aimer la France, ce qu'il faut aimer maintenant, c'est l'Europe et l'Union européenne et la construction européenne, quoi. Voilà, c'est toute la problématique. On a fait passer ça, et c'est une vraie maladie française de croire que la France est un pays incapable, nul. Mais il y a un paradoxe, parce que ce que vous dites, c'est que cette construction européenne a, entre guillemets, déconstruit les États. Exactement. Cette union de nations qu'il pouvait y avoir, comme un général de Gaulle pouvait en parler. Et pourtant, ces dirigeants se sont entêtés dans cette direction. Ils ont tout misé là-dessus. Ils ont dit aux Français que ça serait la catastrophe, comme vous dites, si on sortait de l'euro, si on sortait de l'Union européenne. Alors qu'on a vu que les Anglais sont sortis, et il n'y a aucune catastrophe qui s'est passée quand ils sont sortis. Mais ils ont tout misé là-dessus. Donc toute la classe politique, toute la classe médiatique qui défend l'Union européenne aussi, alors qu'elle devrait être neutre en termes de journalisme, eh bien en fait toute cette classe, si on sort de l'Union européenne, déjà, c'est son idéologie à elle qui est mise en jeu, mais c'est surtout que finalement, ce n'est plus une classe dirigeante, c'est plus une élite, puisqu'elle nous a envoyés dans le mur et que ça se passe mieux quand on sort de l'Union européenne. Donc, en fait, elle a misé sa chemise sur l'Union européenne, elle a peur de perdre sa chemise si on en sort, quoi. Et j'aimerais qu'on reste sur cette thématique de la confiance en parlant d'une agence de notation, Standard & Poor's, qui a dégradé la note tout récemment de la France, passant de AAA, si je ne dis pas de bêtises, à AAA-, AA, pardon, à AA-. Quel signal ça envoie au niveau international et qu'est-ce que ça inaugure? Parce que c'est une baisse de confiance au niveau international. Oui, ça dit que la dette de la France est effectivement augmentée beaucoup sous Emmanuel Macron. On est passé à 110% de dette sur PIB, il a beaucoup augmenté l'endettement national. En fait, la France était AAA, la mieux notée du monde, il me semble, jusqu'en 2012, sous Sarkozy. Ça a commencé à être dégradé, et maintenant on est AA-. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que, effectivement, la France est un peu plus fragile en termes de finances publiques. C'est pas encore la catastrophe, mais c'est beaucoup plus fragile. Ça dit, mais l'impact que ça a, si vous voulez, c'est pendant les crises financières. Pendant la crise financière, par exemple, de l'euro, pendant la crise de l'euro entre 2010 et 2014, la France a toujours payé des taux d'intérêt faibles, comme l'Allemagne. Et alors qu'elle payait 3% au maximum de taux d'intérêt à 10 ans. Alors que l'État italien devait s'endetter à 7% à un moment donné. Il a fallu même faire un coup d'État, virer Berlusconi pour mettre quelqu'un de non élu à la tête de l'Italie pour sauver l'Italie, entre guillemets. Donc c'est dans les crises que là, à ce moment-là, vous payez cher le fait d'avoir une dette un peu fragile, un peu moins bien notée. Bon, après, ça n'aura pas des conséquences fondamentales furieuses à court terme, même à moyen terme. Mais attention, si on continue dans l'Union européenne à ne plus avoir et donc à ne pas avoir de croissance, à s'appauvrir, à se désindustrialiser, la France aura des problèmes gravissimes de dette publique, quoi. Il faut en avoir conscience. Il faut changer de modèle économique avant pour mettre en place un modèle économique où on retrouve de la croissance, où on se réindustrialise, où les gens peuvent se soigner d'ailleurs et acheter à manger correctement et se chauffer correctement, parce que sinon on aura un problème économique à un moment donné, une crise économique et monétaire et financière qui pourrait se mettre en place, quoi. C'est ce qui est curieux, c'est qu'on a poursuivi notre endettement à une vitesse qui n'a cessé d'accélérer, mais le service public, les Français sont toujours de plus en plus... enfin justement, le service public est de moins en moins assuré, que ce soit les hôpitaux, la police, l'éducation nationale, à l'ensemble de ces postes. Alors même que les impôts sont élevés et le déficit public élevé. Où sont les moyens, la question? Où sont les moyens? Et pourtant, l'endettement ne fait qu'augmenter. Alors pourquoi? Parce que premièrement, la vraie problématique, si vous voulez, que c'est sous Macron. En fait, quand Macron est arrivé au pouvoir, déjà l'industrie était moyennement en point. Ça allait moyennement bien. Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des cadeaux aux plus riches en pensant que ça allait faire un peu à la Thatcher, en pensant que ça allait dynamiser l'économie française. Ça n'a pas marché. Ce qui est absolument pas étonnant. Si vous donnez l'argent aux très très riches par des baisses d'impôts sur les bénéfices, certes, qui donnent un petit peu d'argent aux petits chefs d'entreprise, mais beaucoup plus à Bernard Arnault et à tous ses collègues.
il ne va pas les consommer, il va les épargner. Donc cet argent n'est pas revenu dans l'économie, si vous voulez. Donc il a fait tout un cadre d'impôt. Il a essayé d'accélérer la croissance qui n'était pas là. Il n'y arrive pas. Le moteur est en panne, on ne produit plus assez. Il faut tout reconstruire différemment. Le moteur est en panne, donc ils injectent de l'argent pour essayer de faire de la croissance, d'avoir de la croissance, mais on a quasiment zéro croissance. Donc, parce que le modèle est au bout du chemin. On n'y arrivera plus ainsi. Les Américains, si vous voulez, ils arrivent à avoir 2% de croissance en ce moment en rythme annuel, mais ils ont un déficit public de 7%. Sans avoir les problèmes de l'Union européenne. Donc eux aussi sont dans un modèle économique qui est en train de complètement déraper. Vous faites un déficit gigantesque et vous n'obtenez pas de croissance. Avec eux aussi des problèmes de services publics, d'hôpital, de santé, de tout, quoi. Donc vous voyez, on est au bout du chemin de ce modèle et maintenant il faut changer parce qu'il ne produit plus de croissance, on produit de la perte de richesse. Il faut comprendre que sous Macron, il s'est passé un événement fondamental en économie qu'on ne souligne pas assez, c'est qu'on est en baisse de productivité, ce qui ne s'est jamais vu en France. Depuis 2017, on a chaque Français qui travaille, qui produit moins aujourd'hui qu'en 2017. On a une perte d'efficacité de la production dans les entreprises. Donc vous voyez, alors ça se passe aussi dans les autres pays européens, dans d'autres pays européens en moyenne, de façon un petit peu désynchronisée, parfois un peu moins forte, mais on a ce problème de productivité. On a l'argument aussi de comparer les Français et les Allemands en disant que les Allemands travaillent plus que les Français. Les Français ne travaillent pas assez. Ça, c'est des grosses bêtises. Non, ça dépend les indicateurs qu'on prend, mais en moyenne, je crois que les Français travaillent plus que les Allemands en moyenne, en nombre d'heures. Les statistiques, elles sont truquées, un peu déformées. Non, c'est pas le problème, c'est la productivité d'ailleurs par heure travaillée. Les Français sont des champions de la productivité par heure travaillée mondiale, mais maintenant ça ne fonctionne plus, on décroît. Et pourquoi ? Alors là, c'est des conséquences en fait de tout le modèle économique qu'on a mis en place. Encore une fois, tout ça, c'est des choses qui viennent de très loin. On a financiarisé les entreprises. On leur a demandé d'être de plus en plus rentables pour que les patrons soient payés en actions, par exemple. Et donc, il y a une course vers la rentabilité à court terme qui a été faite. Avec la pression des banquiers d'ailleurs aussi. Et donc, il y a une perte de sens pour les salariés. Parce que si vous cherchez, les salariés, ils cherchent, par exemple, à faire un service, à bien faire leur travail, pour que le client soit content. Enfin, je schématise, mais c'est ça l'idée. C'est ça qui va rendre content un salarié de faire son travail. Et en fait, on leur a demandé de ne pas le faire. On leur a demandé d'accélérer. Au contraire, quelles que soient les choses. On a eu aussi tous les mouvements d'externalisation, de sous-traitance excessive. Et alors les deux, ça vous donne le portrait robot d'une boîte qui a beaucoup fait parler d'elle en ce moment, Boeing, qui ne sait plus fabriquer des avions. Le fabricant le plus prestigieux d'avions, le plus vieux américain, qui a des avions dont les portes, les boulons sont mal fixés, mal réparés, et donc il y a des portes qui sont arrachées en vol. Les gens ont peur de prendre des avions Boeing parce qu'il y a plein de problèmes. Il y a un pneu récemment qui est tombé, qui a complètement écrasé une voiture qui était 500 mètres plus bas. On a des problématiques partout. Et parce que Boeing a sous-traités de façon excessive. Ils n'ont plus d'ingénieurs à la tête de l'entreprise du tout, de gens qui connaissent l'ingénierie, et ils ont pris des financiers pour faire monter le cours des actions. Voilà ce que ça donne. Et on a ce problème partout, aussi en France, pas partout, mais dans un certain nombre d'entreprises, perte de sens, perte de motivation aussi, et finalement une baisse de productivité. À force de tirer la corde, en fait, elle se casse. Les salariés, vous savez, ils étaient en burn-out il y a quelques années. Il y avait un certain nombre de salariés en burn-out, trop de travail, perte de sens au travail. Et en fait, là, on a l'impression qu'ils ont suicides, etc., sur les lieux de travail. Là, on a l'impression qu'il y a une partie des salariés où c'est la démotivation. Alors, on a beaucoup donné. Maintenant, on essaie juste de rester dans la boîte, mais on ne se pose plus de problème et démotivé, baisse de productivité. Donc vraiment, c'est un phénomène majeur, je pense, qu'il faut comprendre et qui montre vraiment que ce modèle économique ne va pas. Je précise, ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Je généralise les indicateurs globaux qu'on voit. Évidemment qu'il y a des entreprises où c'est génial de travailler, qui continuent à progresser, mais globalement, ça ne se passe pas bien. Oui, ce que vous dites, c'est que l'économie réelle a été sacrifiée au profit des marchés financiers. Exactement. Et ce qui avait provoqué en 2007 la crise financière. Exactement. Beaucoup trop de dettes, beaucoup trop d'effets de levier. D'ailleurs, il est très possible, il y a un article dans Le Monde qui était pas mal fait d'Arnaud Le Parmentier, que j'apprécie pas particulièrement d'habitude comme journaliste, mais là c'était intéressant. Et il montre effectivement qu'il y a énormément de risques cachés dans l'économie américaine, qu'il n'y a pas eu de crise financière depuis 15 ans, avec des taux qui ont été très bas, des bourses qui ont fait x15 pour le Nasdaq. Le Nasdaq est passé de 1000 à 15 000 depuis 2008. Et donc, on se retrouve avec des tas de risques partout, des tas de dettes partout, et
une petite étincelle pourrait allumer la mèche. Il faut quand même comprendre, je donne juste un exemple pour vous montrer les risques qu'il y a. Par exemple, il y a des immeubles à San Francisco et New York qui se vendent 30% du prix d'il y a 5 ans. Ça montre toute la problématique. Et tous ces immeubles sont portés avec beaucoup de dettes par les investisseurs qui ont de la dette. Et donc, il y a des risques financiers partout. Hein. Il pourrait y avoir des banques qui fassent faillite, d'autres gens qui perdent de l'argent. Il y a vraiment des risques partout. Et on pourrait arriver à une crise économique et financière dans pas très longtemps, la date exacte étant introuvable. Est-ce qu'il y a une corrélation entre l'esprit va-t-en-guerre de certains dirigeants politiques et la situation économique dans laquelle on est ? Comme la situation économique est catastrophique, parallèle avec l'histoire, on le disait, désindustrialisation qui continue, déficit public, déficit commercial en France et dans le monde occidental en général. Comme on en parlait au début de l'entretien, les peuples s'en rendent compte, les classes populaires et moyennes, et même les cadres commencent à être, grosso modo, contre la politique qui est menée par leur gouvernement, qu'elle soit sur l'économie, sur les flux d'immigration. On se retrouve avec une situation qui est explosive pour les dirigeants, qui ont perdu leur crédibilité auprès d'un grand nombre d'électeurs. Exactement ce qui se passe pour la classe dirigeante française aujourd'hui traditionnelle. Voilà pourquoi le RN est à 32% et sera peut-être le futur propriétaire de Matignon. Et donc les élites ont la frousse. Comme elles ont peur, qu'est-ce qu'il leur reste à faire vu qu'elles ne savent plus régler les problèmes? Elles ne savent plus arrêter l'insécurité qu'il y a en France. Le fait que les gens ne se sentent pas en sécurité quand ils sortent de chez eux, qu'ils ont peur quand leur gamin va à l'école, pour certains. C'est quand même dramatique. Eh bien, la seule chose qui reste, c'est de brasser la chose politique la plus explosive et la plus dangereuse, la guerre. Le risque de guerre. Je ne pense pas qu'ils veulent aller jusqu'au bout de la guerre. Il faut l'espérer, mais brasser le risque de guerre et se mettre en risque par rapport à la guerre, c'est se dire qu'après, on oublie tout. Tout le reste passe à côté. Hein. Le niveau économique, les problèmes économiques, les problèmes de sécurité intérieure. Quand il y a une guerre avec l'extérieur, voilà, tout passe au second plan, quoi. Mais est-ce qu'on n'est pas d'ores et déjà dans une guerre économique en Europe? Oui. C'était les mots d'un Bruno Le Maire qui voulait mener une guerre économique contre la Russie. Oui, qu'il a perdu d'ailleurs. Hein, il a voulu mettre la Russie à genoux. La Russie a 3-4% de croissance et nous, on est plutôt en récession. C'est plutôt, malheureusement, nous... oui, il y a toujours une forme de guerre économique de toute manière. Mais là, le monde, si vous voulez, nous, on est dans quelque chose de très bizarre. C'est-à-dire que l'Union européenne continue à accélérer vers le libre-échange et la mondialisation, alors que tous les autres pays du monde commencent à vouloir la démondialisation. Les États-Unis viennent de mettre des droits de douane de 100% sur les voitures électriques chinoises, sur les puces, sur les batteries. Ils ont augmenté les droits de douane pour pouvoir ne plus dépendre de la Chine et produire sur place. La Chine fait la même chose. L'Inde aussi, c'est Make in India. Donc on fabrique en Inde. Et nous, on est dindons de la farce qui continuons à être comme si on était dans la mondialisation, avec une forme de guerre économique d'avant, alors qu'en fait, tous les pays sont en train d'essayer de reprendre leur production et de faire une croissance locale et endogène. Donc on est dans une forme d'anachronisme en Europe. Oui. Et pour revenir au sujet Bruno Le Maire, je voulais vous faire réagir sur les 5,5% de déficit, alors qu'il avait prévu 4,9%, et il a relevé une erreur d'estimation des recettes. Comment on analyse ça? Je pense qu'il a menti. Il n'a pas voulu dire les choses avant le budget, je ne sais pas comment, mais ça montre un manque de sincérité. Parce qu'en plus, les députés ont voté, l'Assemblée nationale a voté le budget, en fait, dans une insincérité totale par rapport au compte de l'année d'avant. Donc c'est très gênant. Ça, c'est très gênant, mais vous savez... par exemple, il y a un article hier dans les Échos que j'ai lu qui explique que les Français ont gagné 5,7% de pouvoir d'achat du revenu disponible selon l'INSEE depuis fin 2019. Là, vous dites, bon, j'ai envie d'avoir confiance dans l'INSEE. Mais là, qui a vu qu'il y a une croissance moyenne du pouvoir d'achat alors que tout le monde se serre la ceinture? Et pas seulement dans les classes populaires, dans les classes moyennes et même dans les classes bourgeoises, même dans les classes supérieures. Donc franchement, les statistiques économiques nous semble de plus en plus, la classe des économistes commence à se poser des questions sur les statistiques économiques qu'on nous sort et ce qu'elles veulent dire. Quoi. Très clairement. Finalement, vous dites qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Oui, ils sont un peu tordus, quoi, les chiffres. Oui. Ils sont un peu tordus, ils sont un peu là aussi. Je pense qu'une classe politique aux abois tord un peu les chiffres à son avantage pour essayer de dire non, mais vous perdez du pouvoir d'achat, mais en fait, vous en gagnez. Quoi. Il y avait d'ailleurs ce nouveau procédé qui consistait à calculer le PIB en incluant
les chiffres de commerce illégaux. Exactement, de la drogue, de la prostitution, etc. Qui est d'ailleurs, je crois, en cours. Hein. Je ne sais pas comment c'est mis dans les... Mais c'était une décision de l'Union européenne de 2015, me semble-t-il, pour intégrer la prostitution, le trafic de drogue dans le calcul du PIB. Effectivement. Comment on analyse la déconnexion de cette élite politique? Est-ce que ce sont des gens qui sont tout simplement pas compétents ou alors qui ne travaillent pas pour les intérêts des Français? Ne travaille pas pour les intérêts des Français. En fait, il y a un très bon livre qui s'appelle la sécession des élites de Christopher Lasch qui le disait et qui annonçait effectivement qu'en fait, on avait toute une élite qui s'était dit, bon, je suis à la tête du pays où j'ai une grande responsabilité dans le pays, j'ai un très beau poste. Et en fait, je ne suis redevable que de moi-même et de ma classe. C'est ce qui s'est passé. Il y a eu une sécession de cette classe, c'est la classe la plus riche et de la classe dominante, qui finalement a gouverné pour elle et pas pour le peuple, les classes populaires, pas pour les classes moyennes. Et c'est comme ça qu'on arrive à une élite en fait complètement hors sol, complètement déconnectée et qui gère très très mal la politique française, qui est incapable de faire en sorte qu'il n'y ait pas de crime alors qu'ils ont la police, ils ont des prisons et ils sont incapables d'arrêter le crime qui est galopant en France, le crime gratuit en plus le pire qui est galopant. Et même ça, ils n'arrivent pas à le reprendre en main. D'ailleurs, je voulais vous poser cette question. Est-ce que l'ordre économique précède l'ordre social? Il y a une corrélation. C'est-à-dire que si vous installez un ordre économique, est-ce que vous pouvez vous engendrer un ordre social? Je pense que tout se fait un petit peu comme le peuple et la nation se constituent en même temps. Je pense que tout se fait un petit peu en même temps. L'ordre économique, l'ordre social, tout ça se fait en même temps, à partir des racines des pays, des traditions, de leurs pensées profondes, en fait. Mais la peur que les Français peuvent avoir, elle est aussi le manque de confiance dans le lendemain, parce que justement, le niveau économique ne fait que baisser. Bien sûr. Oui, mais ça, on est très clairement dans une peur de déclassement. Pas seulement du pays, mais dans toutes les classes sociales, il y a une peur de déclassement. Il y a un déclassement réel. Chacun, à part quelques exceptions qui réussissent, c'est tant mieux pour eux, mais en moyenne, il y a une baisse du niveau de vie, de la qualité de vie. Les gens baissent le niveau des vacances qu'ils avaient, voire ils partent plus en vacances, ils baissent le nombre de restaurants qu'ils font dans l'année, voire ils y vont plus. Donc on a toute cette peur du déclassement qui est partout très claire. Vous parliez tout à l'heure de l'inflation, cause aussi de l'inquiétude des Français. À quoi est-elle due? Est-ce qu'elle est due à la baisse de la valeur de la monnaie ou à d'autres facteurs? Alors c'est un mécanisme multifactoriel. Il est clair que d'avoir émis des quantités de monnaie gigantesques dans l'économie, ce qu'on fait à la fois la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine, donc avec l'aval des gouvernements, plus vous avez de monnaie, plus elle a tendance à se déprécier, ce qui fait monter les prix. L'inverse, c'est monter les prix. D'ailleurs, la preuve qu'il y a un problème là-dessus aussi, c'est, on le voit, les prix de l'or qui montent et qui sont au plus haut historique, c'est un indice. Donc ça, c'est un phénomène. Moi, je pense qu'il faut le lire. Cette crise d'inflation qu'on n'avait pas eue depuis 40 ans, il faut le lire un peu comme la crise des années 73. Crise des années 73, il y avait certes le choc pétrolier, mais il y avait surtout le modèle des 30 Glorieuses, qui avait donné beaucoup de fruits, mais qui devait être changé, qui était à bout de souffle tel qu'il était. Il a été modifié radicalement, pas pour le meilleur. Et bien de la même manière, on a un modèle économique néolibéral là qui doit être changé parce qu'il a donné beaucoup de mauvais fruits, mais là, il est complètement essoufflé. Donc c'est la crise d'une économie qui dysfonctionne, très clairement. Et d'ailleurs, on peut le rejoindre, les pertes de productivité. Quand chaque Français produit moins, en fait, il y a 6 ans, vous comprenez que c'est plutôt de l'inflation que ça va créer, ce genre de phénomène. Il y a aussi l'endettement perpétuel qui crée de l'impôt futur. Le fait de faire gonfler l'endettement du pays, c'est de l'impôt et donc du pouvoir d'achat en moins. Ça, c'est pas vrai. Alors, je vais vous le dire pourquoi. Alors, c'est compliqué parce que c'est vrai que ça, c'est si on raisonne en photo. Mais par exemple, en 1945, la France se retrouve en ruine, comme beaucoup de pays d'Europe. Toutes les usines par terre, voire une partie des usines déménagées en Allemagne, des usines par terre, les infrastructures détruites. On a une dette de 190% du PIB. Bien, en fait, on arrive pourtant à relancer la machine économique, à mettre en place la sécurité sociale qui n'existe pas avant, et à relancer toute la machine économique. Et en fait, on se retrouve en 1973 avec 7% de dette publique sur PIB, sans avoir eu des impôts qui ont augmenté, etc. Donc on peut, si vous voulez, même si on a une dette publique élevée, si on change de modèle économique, on recrée de la richesse, de la croissance, en fait, on sait, les économistes et les gouvernants qui sont avisés, les hommes d'État, savent gérer cela pour que ça ne pèse pas. C'est tout à fait possible. Elle sera remboursée en partie par la croissance, par un peu d'inflation, et tout ça sera indolore. Après, si on reste dans le même modèle économique, là, on est dans autre chose. Oui, si tant est qu'on ait la main sur sa monnaie.
Ah oui, là, ça c'est un présupposé, oui. d'avoir la main sur sa monnaie et sur toute sa politique économique. J'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de ce qui a été imposé par l'Europe en termes de libéralisation et aussi le marché de l'électricité, la loi NOM. Comment on analyse ça dans une Europe qui veut toujours plus de libéralisation, d'ouverture des frontières économiques, de libre circulation. Ça a été... C'est un exemple intéressant, parce oui. qu'effectivement, par exemple, l'électricité, c'était quelque chose qui fonctionnait extrêmement bien en France. Avec des coûts bas. Des coûts très bas, des prix de vente très bas. On avait une électricité les moins chères du monde développée, voire la moins chère du monde développée. Avec une grande sûreté, pas de coupure, etc. On se retrouve... L'Union européenne a voulu faire le marché de l'électricité. Maintenant, on se retrouve avec une électricité qui a doublé de prix par rapport à il y a 15 ans. Maintenant, il y a eu des risques de rupture, on le sait, il y a un an. Le gouvernement nous en a averti. Et tout dysfonctionne. Alors, d'où c'est venu ? C'est devenu justement de la logique de l'Union européenne. Et des gens qui dirigent l'Union européenne. Ils se sont dit, d'accord, le marché européen français, ça marche bien, mais nous, on ne veut pas un marché français qui marche bien, on veut un marché européen. La construction européenne, c'est ça. On veut que tous deviennent européens. Et ils ont créé un marché européen qui dysfonctionne complètement, qui a fait exploser les prix en France, mais dans tous les pays européens. Et finalement, on se retrouve avec des gens qui sont tellement idéologues que, bilan, ça ne fonctionne pas, ça fait augmenter les prix. Eh bien, résultat, conséquence, aucune. Ils ont décidé de continuer de la même manière ou en changeant à la marge le système. Mais le marché européen de l'électricité continue. Vous payez toujours très cher l'électricité, alors que ça coûte cher aux ménages en termes de pouvoir d'achat. Ça pose des vrais problèmes à certaines personnes pour se chauffer. Aux TPE, PME. Pour des PME et des TPE, ça détruit des entreprises, clairement. Moi, je connais des entreprises qui ont des vrais problèmes à cause de leur prix d'électricité et d'énergie en général. On a le record de défaillance d'entreprises depuis 2008. On n'a jamais vu autant d'entreprises, à part pendant la grande crise financière. Mais la Commission européenne et l'Union européenne, c'est un système extrêmement idéologique. Donc, ils ont décidé de créer ça, une électricité européenne. Donc, on va continuer pareil, on ne va rien changer, même si c'est une catastrophe. Ça paraît fou de voir des gens comme ça, mais dites-vous que c'est un peu des Macron qui sont un peu partout, ou des Bruno Le Maire qui sont à la Commission européenne et dans les autres pays européens. Forcément, ça amène à une question. Qui dirige l'Europe, cette Union européenne ? Qui dirige l'Europe ? Alors, ceux qui ont le plus de pouvoir et d'influence, c'est les Allemands. Mais ils ne dirigent pas eux tout seuls, mais c'est eux qui ont fait une véritable stratégie de mainmise de différents postes importants. D'ailleurs, c'est Ursula von der Leyen qui était la présidente de la Commission européenne, mais il y avait beaucoup d'autres Allemands qui avaient des postes de pouvoir importants. En fait, finalement, c'est pas très clair qui dirige l'Union européenne. Sur la guerre en Ukraine, on a l'impression que c'est les États-Unis qui nous poussent à pousser les feux d'une guerre au lieu de négocier la paix en Ukraine dans l'intérêt de tous les Européens. Et les Américains, dans leur intérêt, nous poussent à la guerre et que l'Europe obéit. Donc le fédérateur extérieur dont parlait le général de Gaulle, d'une union de 27 pays, il faut bien un fédérateur extérieur. Il disait, dans ce cas-là, ça sera les États-Unis. Là-dessus, il avait parfaitement raison. Mais en fait, c'est des gens qui fonctionnent en cercle fermé. Il faut adopter les briques d'ADN de l'Union européenne pour pouvoir y être admis. Et c'est quelque chose qui fonctionne en boucle et qui ne regarde pas ce qui se passe à l'extérieur. Et en tout cas, qui méprise le peuple et les difficultés du peuple à l'extérieur. Donc c'est ce système complètement fou qui dure depuis combien de temps ? Le traité de Rome, c'est 57. Traité de Rome, 57. Ouais, on est depuis 67 ans. Et qui a pris un développement assez inquiétant, hors sol, déconnecté et très compliqué. Mais celui qui dirige, c'est la Commission européenne. Il y a quand même c'est elle qui a le plus de pouvoir. Il y a souvent la question aussi des lobbies. Et vous qui avez été il y a les lobbies parlementaires, vous avez... Exactement. Il y a les lobbies qui ont beaucoup de poids et qui sont très très présents à Bruxelles et qui écrivent certains textes. Ça, c'est clair. Qui ont du poids aussi. Bruxelles, je crois que c'est une des villes où il y a le plus de lobbies au monde, avec Washington. Donc, mais bon, qui dirige vraiment ? C'est aussi un peu l'oligarchie qui tire les ficelles. Voilà. C'est une oligarchie, une hyperclasse et qui s'est désintéressée des problèmes du peuple, qui dirige. Avec le conflit en Ukraine, il est aussi souvent question de l'intégration future de l'Ukraine. Pour certains, c'est sur le chemin, ça va se faire. Comment on analyse ça ? Est-ce que ce n'est pas un pas de plus dans la désorganisation totale de la zone euro, mais en plus, ajouter à cela la guerre ? C'est clair que c'est quand même fou parce qu'on a eu des informations il y a 2 jours comme quoi il y aurait un sommet européen le 27 et 28 juin
pour que l'Ukraine commence l'adhésion à l'Union européenne, donc de façon formelle. Macron l'appuie, von der Leyen l'appuie, pas mal de pays l'appuient. Est-ce que ça sera le cas ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas, la Commission européenne a dit l'Ukraine est prête à rentrer dans l'Union européenne, dans les 27 pays. Ce qui est assez incroyable parce que faire entrer un pays en guerre, c'est quand même du domaine de l'absurde. Donc ça, c'est quand même pas une très bonne idée. Et tous les coûts de la reconstruction, les centaines de milliards d'euros de l'Ukraine de reconstruction, c'est nous qui allons les payer. Alors que c'est un pays qui est quand même pas mal tenu par les Américains, on le sait, qui vont, eux, en récolter les fruits en termes d'entreprise. Là, on importe déjà du poulet ukrainien dans des conditions d'élevage absolument lamentables qu'on ne permet pas à nos fermiers, dans des fermes de millions de poulets, alors que nous, on a des fermes de 40 000 poulets. Et ça massacre nos producteurs, nos agriculteurs. Ça pourrait être le cas pour une grosse partie de l'agriculture, déstabilisée. Et puis, ça voudrait dire que l'Ukraine devient le premier récipiendaire de la politique agricole commune, et pas la France. Que la France devrait payer très cher pour l'Ukraine, qui est un pays extrêmement pauvre, que les usines vont s'y délocaliser si c'est la paix, puisque les salaires ils sont extrêmement bas en Europe. Voilà, c'est une folie de vouloir intégrer l'Ukraine à l'Union européenne, qui est un grand pays de 30-40 millions d'habitants, et ça va encore plus déstabiliser l'Union européenne, encore plus faire payer d'impôts aux Français pour aller financer l'Union européenne, et en particulier l'Ukraine. C'est une vraie folie. Nous parlions tout à l'heure du général de Gaulle et de sa vision européenne. Est-ce que l'Europe telle qu'elle est, l'Union européenne, est-ce que ce ne serait pas devenu un outil américain, comme on le voit dans la situation ukrainienne, où c'est plus ou moins l'Europe qui fait la guerre par proxy à la Russie? Est-ce que l'Union européenne n'est pas un outil justement pour, c'est sûr pour empêcher une indépendance des États-nations européens? Oui, surtout de la France, parce que finalement les autres États-nations, c'est ce qu'on constate quand on lit C'était de Gaulle de Perfit, il montre que finalement tous les autres États-nations des années 60 obéissent aux États-Unis. Et c'est toute sa problématique à lui. Les anglo-saxons, que ce soit les Anglais, mais aussi les Allemands, qui sont aussi des anglo-saxons, les Scandinaves, le Pays-Bas, tous ces pays obéissent, et même l'Italie, qui a beaucoup de bases américaines, ont une forme d'obéissance aux États-Unis, ce qui forçait la France à vraiment à combattre un peu la position américaine et son ingérence tout seul. Effectivement, quand vous avez plein de pays qui dépendent des États-Unis, effectivement, les États-Unis ont un rôle extrêmement fort. L'OTAN, c'est le pendant de l'Union européenne au point de vue militaire, et c'est l'OTAN qui dirige et qui a la manœuvre dans toutes les guerres, très clairement, qui nous domine. Donc le général de Gaulle avait vu ce danger. Son but, c'était de faire un plan Fouché, que j'ai lu récemment, qui disait que l'Europe ne doit pas être supranationale, ce sont les États qui décident. Les gouvernements, ils se rassemblent, par exemple, une fois tous les 2 mois, en ayant préparé les dossiers, ils disent, ce sujet sur la table, est-ce qu'on va faire le marché européen de l'électricité, oui ou non? Dans quelles conditions, comment? Si tout le monde n'est pas d'accord, on ne le fait pas. Là, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, tout doit se voter à l'unanimité. Donc la France peut toujours refuser n'importe quelle loi. Là, maintenant, c'est plus du tout ça. Beaucoup de textes sont votés, la majorité sont votés à la majorité. Donc la France peut être contre un texte, et puis le texte va être fait. Et la France sera tout à fait embêtée. Et puis, c'est la Commission européenne qui est un organisme, un aéropage de gens irresponsables, non élus, qui finalement dirigent vraiment l'Union européenne, et pas les États. Les États, ils ont un poids relativement faible. Juste par un effet très bête, c'est qu'il y a 27 pays à mettre d'accord. C'est d'une complexité sans nom. Parce que pas un seul pays n'a la même idée. Sur la politique agricole commune, je vous donne un exemple, la Suède en voudrait aucune. Et beaucoup de pays scandinaves en voudraient aucune. La France en voudrait plus. D'autres pays sont entre les deux. Donc de trouver un équilibre, à chaque fois, c'est très compliqué. Et la Commission européenne profite de dire « Moi, je vais trouver l'équilibre des négociations, je suis neutre », pour en fait faire la politique européenne et définir beaucoup d'options qui sont prises. Mais qu'en est-il du couple franco-allemand qui devait justement être le noyau de cette Europe? Bon, on voit que le couple franco-allemand, c'est du côté français qu'on pense que c'est un couple, et du côté allemand, ils n'en pensent pas du tout la même chose. Ils nous laissent penser ça parce que ça leur permet d'en tirer des avantages, et aux Français de croire qu'en étant toujours d'accord avec les Allemands, d'être sensible à leurs intérêts, ça va nous donner des avantages. Non, ça donne des avantages aux Allemands qui en tirent des intérêts. Moi, je ne pense pas qu'il y a de couple franco-allemand, réellement. Que c'est compliqué de s'appliquer sur les Allemands qui n'ont pas du tout la même façon de voir de la politique que nous, et que c'est toujours dangereux pour les Français, parce que finalement, les Allemands essayent toujours de tirer un intérêt à eux, alors que les Français ont un côté un petit peu naïf,
où ils pensent qu'on peut trouver une solution d'ensemble pour les deux. On a eu beaucoup de programmes militaires qui ont raté pour ça. Les Français ont mis les Allemands dans les programmes militaires qui, finalement, les Allemands ont dit « bon, non, ça ne nous intéresse pas, ou on veut que ce soit fait comme ça. On veut qu'il y ait plus en Allemagne, toujours plus, toujours plus. » Et finalement, les Français ont raté les drones parce qu'il y a eu beaucoup de programmes allemands, franco-allemands. Là, le futur avion de combat, il devrait être franco-allemand, alors que les Français ont toute la technologie, les Allemands n'ont rien. Mais les Allemands veulent tout prendre. Donc tout ça est compliqué. Je pense que l'existence du couple franco-allemand me paraît... D'ailleurs, est-ce qu'il y a beaucoup de Français et d'Allemands qui sont mariés? Parce qu'on nous dit que les Français et les Allemands devraient être des amis, mais est-ce que les peuples sont vraiment très liés? Non, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des gens qu'on aime bien, mais on est beaucoup plus proche, par exemple, de l'Italie, des Italiens, concrètement, fondamentalement. Mais en termes économiques, est-ce que l'industrie allemande, l'ingénierie française, comme vous le disiez, il n'y avait pas une unité on est concurrents, on est très très souvent des concurrents. Sur le nucléaire ou avec les Allemands, justement sur le nucléaire. L'EPR, les déboires de l'EPR, ça vient de quoi? Ça vient de, première chose, nos gouvernements ont mis trop de niveaux de sécurité, mais surtout la chose, c'est que en fait, l'EPR a été construit par les Français au départ, imaginez. Les Allemands ont dit « ah non, on veut venir avec vous, couple franco-allemand ». On fait l'EPR avec Siemens, on met Siemens dans la boucle. Oui. Siemens impose plein de choses allemandes dans le réacteur, ce qui complique énormément la chose. Les Allemands, 5 ans après, se retirent. Donc ils sont venus dans le programme, ils ont foutu le bordel et ils sont retirés du programme. Et ça, on a souvent ce genre de problématique. Donc si on peut faire des choses intéressantes avec les Allemands, oui, mais il ne faut pas se forcer à le faire parce que sinon on arrive à des Bérézina comme on l'a vu avec l'EPR et avec tout un tas de programmes, quoi. Non, moi je ne suis pas pour favoriser l'Allemagne sur aucun autre pays et toujours se méfier. Les Allemands n'ont pas du tout la même façon de penser que les Français. Ils vont toujours chercher leur intérêt de façon très crue, très claire, alors que les Français essayent le bien commun. Donc il faut y aller, mais y aller sans naïveté, quoi. Sinon, on est sûr de se faire avoir, ce qui a été le cas pour beaucoup de gouvernements dans le passé. Est-ce que finalement, cette Union européenne ne profite qu'à l'Allemagne et l'euro est un Deutsche Mark Ça a été le cas à une époque, avec la stratégie de l'Allemagne, qui est d'ailleurs une stratégie de passagers clandestins, de dévaluer tous les salaires, d'avoir des salaires jusqu'à 1 euro dans les services pour les bas salaires, dans les années 2005 avec Gerhard Schröder, de casser la protection sociale pour faire en sorte que l'industrie allemande devienne surcompétitive et que l'industrie française, italienne, espagnole soit aspirée en Allemagne. Ils ont réussi la stratégie à court terme. Le problème, c'est que c'est une stratégie idiote parce que finalement, ils ont appauvri leurs partenaires, donc à la fin, ils y perdent. Et aujourd'hui, ceux qui se désindustrialisent le plus en Europe, c'est l'Allemagne. Ils ont perdu 15% de leur production industrielle depuis 2017. C'est le pays qui se désindustrialise le plus vite parce que même l'Union européenne est en train de déjurer la 3e puissance industrielle mondiale, qui est l'Allemagne. Même l'Allemagne n'arrive plus à y résister. Entre les bêtises sur le coût du marché européen de l'électricité, sur le coût de l'énergie et du gaz. Avant, on achetait du gaz russe pas cher, maintenant c'est du gaz américain très cher. Toutes les erreurs de politique économique finissent par aussi détruire l'Allemagne. Même l'Allemagne, finalement, n'en profite plus à l'heure actuelle. C'est elle qui subit le plus et qui est l'homme malade de l'Europe, même en ce moment. Et vous parlez des gazoducs russes. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y avait peut-être un couple européen-russe à mettre en place qui aurait favorisé une Union européenne durable. De quel couple veut dire? Avec la Russie, de travailler avec la Russie. Oui. Ah oui, c'était très intéressant de travailler avec la Russie. De ressources naturelles. Avec des ressources naturelles. En plus, les Russes étaient très demandeurs. Ça permettait par exemple à Renault d'aller fabriquer des voitures là-bas, d'importer de l'ingénierie française et d'être plus puissant au niveau international. Les Russes en étaient très, très contents parce que Renault a beaucoup travaillé dans le pays, a développé ses marques là-bas qui fonctionnaient très bien, ses usines. Donc voilà, c'était vraiment au profit de tout le monde, quoi. Mais cette guerre en Ukraine a tout fait éclater. Et puis, on a fait des sanctions au lieu de chercher la paix, de négocier la paix, puisque les Russes et les Ukrainiens étaient quasiment d'accord pour une paix en avril 2022. Boris Johnson a tout fait éclater, sans doute sur ordre des Américains. Et finalement, on est empêtré dans la guerre. On a abîmé nos relations pour longtemps avec la Russie, ce qui est quand même dommage. Ce sont les Chinois maintenant et les Indiens qui profitent du gaz pas cher russe, des ressources naturelles. Les Français qui achètent le pétrole russe par l'intermédiaire des Indiens. Exactement. Il passe en Inde d'abord et il revient ensuite en Europe plus cher, quoi. Et eux font une marge de raffinage. Et en plus, il y a des gazoducs qui sont mis en place entre la Chine et la Russie. Dans 1 ou 2 ans, ça va commencer à représenter des débits importants. Donc tant le pôle américain a du gaz pas cher, 4 fois moins cher que nous, que la Chine aura du gaz 2-3 fois moins cher que nous. Donc on aura les prix de l'énergie les plus chers à cause de ces bêtises.
Ce qui va être très compliqué en termes industriels, puisque l'énergie, c'est quand même... le gaz, c'est une énergie vraiment industrielle importante, avec l'électricité, qui est elle aussi chère. Vous voyez, donc tout est fait, en dépit du bon sens, par une caste qui est complètement incapable, qui est corrompue, mais on a une caste incapable au pouvoir, en France, dans les pays européens et au niveau de l'Union européenne. Pour conclure, quelles sont les perspectives françaises après le choc de l'annonce de la dissolution, pour Macron, pour le RN? Est-ce qu'on est donc sur un chemin d'un pays ingouvernable, peut-être de nouvelles élections? Non. Alors, là, donc il y a les élections législatives. On verra maintenant si le RN a la majorité ou pas. Donc on verra si Macron peut rester au pouvoir ou pas. Tout ça n'est pas écrit. De toute manière, on était sur une voie où l'économie se casse la gueule, où on n'arrive plus à cacher que peu de choses vont bien en France, pénurie de médicaments partout. Là, c'est la ventoline pour les asthmatiques qui commence à manquer. Les gens qui n'arrivent pas bien à manger, à se chauffer, à se soigner. Enfin, c'est une catastrophe partout. Tant qu'on reste dans ce cadre, tant que les Français ne diront pas stop définitivement à ce cadre, c'est-à-dire au néolibéralisme économique qu'on a mis depuis 40 ans, à l'Union européenne, malheureusement, on rentrera dans des crises de plus en plus violentes et profondes. Mais je pense que là, le pays commence à se réveiller et on va finir par secouer la table. C'est très, très compliqué. Il ne faut pas se battre la coupe. On a toutes les élites contre nous. Enfin, ce n'est pas des élites, c'est une caste. Toute la caste politique, toute la classe médiatique. Tout ça est contre le peuple français pour l'empêcher de voir les problèmes, dénier les problèmes et essayer de lui dire non, les solutions auxquelles vous pensez sont des mauvaises solutions. Contrôler les frontières pour arrêter le flux d'immigration, c'est une bêtise. Construire des places de prison, doubler le nombre de places de prison avec une prison plus dure, c'est une bêtise, ça n'arrêtera pas la criminalité. Donc ces gens-là forment un nuage de confusion pour les Français. Je crois que les Français se réveillent, très clairement. Une dernière petite question, est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de vouloir opposer frontalement les deux extrêmes? Lesquels? Entre d'un côté la LFI NUPES et de l'autre côté le Rassemblement national. Alors l'extrême, effectivement... En sachant que les deux se montrent du doigt. Moi je trouve que le Rassemblement national n'a pas de mots ou de politique, il n'y a rien d'extrême dans leur politique. Donc ça c'est vraiment une construction médiatique. Parce que sinon, le Japon, là parlons pas, ce sont des fascistes énormes. Ils n'ont pas fait de flux d'immigration depuis 60 ans, donc ce sont d'énormes fascistes. Le Front National n'est même pas à dire des choses comme ça. Donc c'est pas un extrême. Je trouve que LFI, par contre, s'auto-diabolise lui-même, en ayant fait des élections européennes, finalement, françaises pour l'Union européenne, le Parlement européen, des élections basées, on a l'impression, sur libérer la Palestine, je comprends la logique, les problèmes de la Palestine sont des problèmes gravissimes, mais avoir fait une élection sur ce sujet-là, en mettant Rima Hassan en avant, je pense qu'eux s'auto-diabolisent. Mais de toute manière, il faut bien comprendre, LFI, ce n'est pas du tout un parti des classes populaires. Il n'y a que 10% des classes populaires, des ouvriers, des employés qui votent pour LFI. Alors qu'il y en a plutôt 50-60% du RN. C'est plutôt une partie de jeunes universitaires qui sont à l'université, une partie de bobos des centres-villes, mais ce n'est pas du tout LFI un parti populaire, Par contre, effectivement, c'est un parti qui est sur une voie quand même un peu en train de s'extrémiser et de s'auto-discréditer d'une certaine manière. Je pense que c'est pas un parti qui a un rôle central aujourd'hui et auquel les Français feront confiance. S'il arrive à constituer une unité à gauche, ça peut être aussi une force qui pèse. Oui, mais il n'y a aucune possibilité parce que la gauche est dans une incohérence complète. Ils disent là qu'ils veulent faire le Front populaire. Que ce soit Roussel, LFI, etc. Les écologistes. Ok, ils veulent faire le Front populaire, mais ils veulent faire un Front populaire qui est antipopulaire, puisqu'ils veulent rester dans l'Union européenne, ils veulent continuer donc toutes les politiques économiques qui sacrifient les gens. Front populaire, c'était donner des vacances aux Français. Là, c'est plutôt on leur retire des jours de congé. Ou alors, en tout cas, on leur intensifie le travail. Il n'y a absolument pas de projet bénéfique d'avancer de droits sociaux. On est en régression de droits sociaux. Donc vouloir rester dans l'Union européenne, qui fait régresser les droits sociaux, avoir un programme économique européen de régression, c'est pas le Front populaire. Donc ils sont en incohérence complète. De toute manière, ils sont en plus en train de perdre la jeunesse française, qui, avec ce problème d'insécurité, que eux ne veulent pas prendre à bras le corps, alors que défendre la sécurité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour les classes populaires, qui en sont souvent les plus grandes victimes. Donc, en ayant ce discours-là, de toute manière, c'est un parti qui n'a aucun avenir. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir assurer la sécurité.
On a toujours les moyens. On a toujours les moyens. Vous savez, on a 70 000 places de prison. Le plus gros problème, c'est de doubler le nombre de places de prison, temporairement, pour mettre les gens rapidement, même en courte peine. Pour le gamin qui fait sa première bêtise, tout de suite, il est sanctionné, au lieu de rester pendant 3 ans dans la nature à augmenter les bêtises. Il y a tout un tas de choses. Mais la première chose, ça part plus de places de prison pour pouvoir appliquer les peines, c'est fondamental. Même si ça réjoue... Et puis pour éloigner aussi des citoyens les gens qui sont extrêmement dangereux. Parce qu'il y a des gens qui font régner la terreur dans les quartiers populaires, comme en Seine-Saint-Denis. Vous croyez que ça amuse les habitants, la mère de famille qui a son fils, etc., à l'école, qui est des gens, voilà, des caïds, des trafiquants de drogue partout? Certainement pas. Donc, il nous faut des places de prison. Et ça, c'est pas donné, mais vous savez, les moyens de l'État sont très importants. On peut réhabiliter rapidement pour mettre des places de prison, pour des petits délinquants, pour les mettre de façon courte, on peut réhabiliter. Le président du Salvatore a montré qu'il a résolu un problème de crime gigantesque en peu de temps. Il a construit une prison d'ailleurs de 40 000 places. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne idée. Mais vous voyez, il faut arrêter de dire on ne peut pas faire. Non, on est capable de construire des places de prison ou de reconvertir temporairement des locaux. Et ça, c'est fondamental. L'énergie du pays doit être faite pour mettre en place ce genre de choses. Clairement, parce que s'il n'y a pas de sécurité, de toute façon, tout va s'effondrer. La société, l'économie, le social, tout s'effondre. C'était d'ailleurs un article dans le Financial Times de la Banque de Suède qui disait on a des problèmes gravissimes d'insécurité, en Suède aussi, et si on ne résout pas ce problème rapidement, ça va poser des problèmes gravissimes au niveau économique. Philippe Murer, merci beaucoup pour cet entretien, pour toutes vos explications et tous vos détails. Merci à vous. En espérant vous revoir pour un nouvel entretien sur Omerta. Chers abonnés Omerta, chers spectateurs, merci de nous avoir suivis une nouvelle fois. N'oubliez pas la sortie du dernier magazine Omerta que voici, que vous pouvez retrouver dans tous vos kiosques. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube d'Omerta.